Moi, j'ai commencé brièvement en vous faisant un portrait des personnes judiciarisées de l'Action 1 que l'on a rencontrées grâce à vous, qui nous avez aidés dans le recrutement. C'est un portrait des personnes qui ont bien voulu nous rencontrer. Alors, qui sont les participants de ce projet-là? Dans le fond, les critères d'inclusion, c'était que les personnes aient entre 16 et 35 ans dans un premier temps. Pourquoi entre 16 et 35 ans, vous allez me dire? Bon, premièrement, c'est que dans la littérature, c'est vraiment démontré, dans les statistiques officielles aussi, que ce groupe d'âge-là est surreprésenté finalement dans le système judiciaire et le système correctionnel. Je pourrais vous donner plein de chiffres, mais en gros, c'est vraiment beaucoup de personnes. Par exemple, on pense, si on regarde la tranche d'âge 20 à 39 ans, par exemple, ils sont vraiment surreprésentés. C'est 2/3 des personnes incarcérées au fédéral, 58% des personnes au provincial. Donc, c'est vraiment plusieurs personnes, alors qu'ils représentent 17% de la population générale adulte au Canada. Donc, c'est vraiment un groupe d'âge qui est surreprésenté dans les statistiques judiciaires et correctionnelles et donc dans le système judiciaire et correctionnel. C'est aussi des gens qui présentent plusieurs difficultés en même temps, dont les problèmes de dépendance et de santé mentale. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à eux, mais c'est aussi parce que dans Réseau 1635, ce qu'on veut faire aussi, c'est tenter d'éviter que leurs difficultés ou leur délinquance puis les conséquences associées à leur délinquance perdurent dans le temps et deviennent chroniques. Donc, on a décidé de travailler plus en amont avec ces jeunes. Ils devaient avoir été en contact avec le système judiciaire ou correctionnel au cours des 2 dernières années pour pouvoir faire partie de l'étude. OK. En gros, je n'irai pas dans le détail, mais on a recruté au premier temps de mesure 140 participants dans les 3 régions, répartis dans les 3 régions, et on les a recrutés dans différents secteurs d'intervention. Donc, dans le secteur LSJPA jeunesse, on les a rencontrés aussi, je suis désolée, c'est censé être indiqué justice réparatrice. Dans le secteur de la justice réparatrice, tout ce qui est service correctionnel, fédéral, provincial, maison de transition aussi. Ensuite de ça, en dépendance, en santé mentale, dans les organismes en employabilité et en ce qui concerne l'hébergement. On les a rencontrés, en fait, on en a rencontré 48%, environ 21 mois en moyenne plus tard, toujours dans les mêmes secteurs, dans les mêmes 3 régions. Donc, 48%, c'est le taux de suivi auquel la majorité des études qui portent sur les personnes judiciarisées arrivent. Donc, on est assez content. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt des données sur le premier temps de mesure. Donc, pour ce qui est du genre, c'est majoritairement des hommes. On n'est pas étonné, mais il y a quand même 20% de femmes dans notre échantillon. Et ce sont majoritairement des personnes majeures. Il y avait seulement 24% de participants qui étaient de 16 ou 17 ans. L'âge moyen étant de 25 ans. Je vais vous parler un petit peu du passage à la vie adulte parce que vous comprenez que quand on parle de 16-35 ans, on capte une population, en fait, un sous-groupe de la population qui est dans une période de la vie qui s'appelle le passage à la vie adulte, qui est un passage, en fait, qui est une période de la vie particulière, c'est important, je pense, d'en discuter avec vous. Donc, c'est une période vraiment où vous aurez sûrement remarqué que la fin de l'adolescence est retardée de nos jours. Donc, c'est vrai aussi pour la clientèle judiciarisée. En général, 18 ans, ce n'est plus l'âge où on remarque qu'il y a une autonomie, générale là, chez ces personnes. Il y a des gens qui appellent cette période-là, ou en fait les gens qui se situent dans cette période-là, comme des jeunes adultes émergents. Donc, ces jeunes adultes émergents sont surjudiciarisés. Donc, on les voit beaucoup dans nos statistiques, on les voit beaucoup dans les services. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler un petit peu de certains chapitres de livres, d'un livre qu'on est en train de coéditer avec Isabelle, notamment, sur les résultats de l'Action 1. Et j'ai choisi un extrait d'un des chapitres d'une de nos étudiantes de doctorat, qui est une
assistante de recherche dans le projet depuis le début, qui est une étudiante vraiment précieuse pour nous, c'est Roxane Couture-Dubé. Donc, elle m'a permis de vous parler de ceci. Donc, elle a utilisé un sous-échantillon, mais ce qui est important, je pense, c'est l'extrait ici qui dit que ces jeunes-là ont une variété de problèmes concomitants psychosociaux, de difficultés, ils ont souvent des difficultés sociales, scolaires, d'insertion professionnelle. Aussi, on remarque chez ces participants de son étude qu'il y a souvent un manque de soutien social et également une rupture abrupte des services à 18 ans. Donc, il y avait des articles de journaux ce matin, d'ailleurs, dans l'hebdo, pour ceux qui habitent à Trois-Rivières, dans le secteur, sur le programme PQJ, là, qui est très important pour cette clientèle-là, justement, pour le passage à la vie adulte. Donc, ils ont vraiment des difficultés au niveau de l'autonomie. Ce qu'on remarque, c'est comme vraiment une instabilité dans plusieurs sphères de vie. Et on voit bien qu'ils ont de la difficulté à endosser finalement les rôles et les responsabilités qu'on associe à la vie adulte normalement. Donc, on parle logement, être en couple, devenir parent. Donc, c'est quelque chose que vous rencontrez régulièrement. Donc, c'est de ces jeunes-là qu'on vous parle, durant les 2 jours aujourd'hui et demain, pour ceux qui seront là demain. Donc, en majorité, les participants sont célibataires, ni aux études, ni en emploi, seuls dans leur logis, sans emploi. Et la majorité de nos participants sont natifs du Canada. Ce que je vais vous parler, les prochains chiffres, je tenais à vous dire que, en fait, c'est des statistiques imparfaites ou incomplètes, parce que nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment une étude qualitative. Donc, c'est pas ça découle pas de réponses à des questionnaires ni des questionnaires validés. Donc, c'est une étude qualitative, puis on a tenté de tirer un portrait des participants à partir de ça, parce qu'on a utilisé des outils qui sont des résumés d'entretien, une ligne du temps et une liste de caractéristiques des participants. Donc, ça découle, c'est les chiffres que je vais vous présenter d'analyse secondaire. Donc, c'est vraiment, les intervieweurs n'ont pas questionné les participants sur chacun des sujets qui suivent. Si on s'intéresse à la délinquance des participants en particulier, donc majoritairement, on a 68% qui ont commis des délits contre la personne, majoritairement des voies de fait, des délits acquisitifs, des vols notamment, des délits de drogue, possession, vente, trafic, production, des bris de conditions qui arrivent en 4e place. Ensuite, d'autres délits, comme par exemple troubler la paix, les conduites avec capacité affaiblie, 21%, c'est quand même le 5e des participants, et des délits de nature sexuelle, 13%. Les sentences ou les sanctions au cours de leur vie. Donc, on a, dans le fond, 51% de l'échantillon qui sont allés en détention provinciale, 45% qui ont fait l'objet de mesures dans la communauté, majoritairement de la probation, des sursis, etc. Des placements sous garde LSJPA, donc 32%. Dans la communauté, les adolescents, là, on parle des mesures probatoires chez les adolescents LSJPA, 31%. D'autres types de sentences, comme des amendes, par exemple. Et ensuite viennent les sanctions extrajudiciaires ou les mesures de rechange, 14% de l'échantillon. Puis 9% qui sont allés en détention fédérale. Donc, c'est important de garder en tête que c'est comme, par exemple, la détention, ça touche environ la moitié de l'échantillon des participants de l'étude. La protection de la jeunesse, vous me direz, c'est 47% qui ont déjà eu des services de la DPJ alors qu'ils étaient enfants ou adolescents et 8% en tant que parents. Les problèmes concomitants dans cet échantillon-là. Donc, je vais vous le dire honnêtement, la consommation de substances prend beaucoup de place dans leurs entretiens, ou les problèmes de consommation de substances. Donc, je vous rappelle qu'on n'a pas utilisé d'outils diagnostiques, mais c'est quand même 81% qui en ont parlé ouvertement dans leurs entretiens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus. Vous aurez compris qu'avec la petite mise en garde que je vous ai faite, c'est quand même probablement sous-estimé, mais ça prend beaucoup de place dans leur discours.
Les problèmes au niveau de l'itinérance, des épisodes sans domicile fixe, ça touche 27% de l'échantillon des participants. Donc, heureusement, on a un étudiant de maîtrise qui finit son mémoire sur le sujet, sur ces personnes. Problème de santé mentale, 25% qui en parlent. Donc, il y en a aussi au niveau de... Je vais essayer de trouver la statistique, mais pour ce qui est des diagnostics, pour ceux que ça intéresse plus. Donc, pour les diagnostics, il y a 18% qui nous ont parlé d'un diagnostic en santé mentale. 16% nous ont dit qu'ils avaient fait une tentative de suicide dans les entretiens. C'est quand même énorme. Ensuite de ça, au niveau de la victimisation, on a 26% qui ont parlé d'abus physiques en premier, psychologiques et sexuels. 16% qui ont parlé qu'ils ont fait l'objet de négligence de la part de leurs parents lorsqu'ils étaient enfants, adolescents. Puis si on se concentre sur la dimension violence conjugale, 11% des participants nous en ont parlé. Donc c'est quand même assez révélateur, mais c'est un peu ce qu'on s'attendait là, puis ça rejoint ce qu'on se dit depuis le début. Dans le fond, des participants qui sont des jeunes adultes émergents qui vivent plusieurs difficultés. Si on se concentre sur la consommation de SPA, donc pour ceux de substances psychoactives, pour ceux qui me connaissent savent que c'est pas mal mon dada, les liens entre drogue et crime. Donc, il y a un des chapitres de livre qui porte sur ce sujet-là aussi. J'ai utilisé un sous-échantillon. Donc, ce qu'on voit notamment dans le chapitre, c'est que la polyconsommation de substances, ça touche la majorité des participants. C'est les substances les plus consommées autres que l'alcool, étant le cannabis en premier, la cocaïne, le speed. Les opiacés arrivent pas très loin derrière, c'est quand même 27% de l'échantillon. Donc, c'est quand même... la consommation touche beaucoup les participants de l'étude. La durée moyenne, c'est vraiment une durée moyenne totale des périodes de consommation active est de 9 ans. Donc, vous comprendrez qu'il y en a que c'est beaucoup plus, il y en a que c'est beaucoup moins, mais on va se le dire, c'est quand même, les plus âgés avaient 35 ans. Donc, ce qu'on comprend de ça, c'est que il y a vraiment une grosse partie de consommation là, chez nos participants. La victimisation, juste vous dire qu'il y a un chapitre du livre, mais aussi un essai de maîtrise de mon étudiante Marianne Gouin qui porte là-dessus. Donc, elle s'est intéressée plus aux participants adultes qui avaient vécu des abus durant leur enfance ou leur adolescence. Donc, ça exclut tous ceux qui en ont vécu seulement à l'âge adulte, notamment violence conjugale, etc. Mais, dans le fond, ce qui est intéressant, en fait, ça vous tomberait pas à terre là avec ce que je vais vous dire. Donc, plusieurs ont fait un lien entre leur victimisation passée et leur délinquance actuelle, parfois directement, mais aussi parfois indirectement, et ça passe souvent par la consommation de substances qui est utilisée pour gérer les affects. Et là, la consommation dans leur discours étant reliée à certains de leurs comportements délinquants. Donc, encore une fois, la consommation revient par le biais de la victimisation dans les récits des participants. L'utilisation des services maintenant. Donc, Nadia L'Espérance, qui est ici avec nous aujourd'hui, a écrit un chapitre de livre avec un sous-échantillon. Il y a Valérie Aubu qui a participé et moi. Donc, 52% ont déjà utilisé au moins 3 types de services au cours de leur vie et 39% en ont utilisé 2. 85% ont déjà eu recours aux services en dépendance, 73% en santé mentale, 48% en employabilité, 48% en éducation et 33% en hébergement ou itinérance. Plusieurs ont eu recours plusieurs fois à au moins un type de service, par exemple, plus d'une thérapie en lien avec le trouble d'utilisation de substances. Donc, on se rappelle, ils ont maximum 35 ans, déjà plusieurs thérapies pour plusieurs. En moyenne, 2,64 épisodes de services en dépendance pour un échantillon de maximum 35 ans. Donc, on peut déjà dire qu'à cet âge-là,
Il y a, dans le fond, que la rechute semble faire partie du processus puisqu'ils sont retournés dans les services. Donc, on ne dira jamais assez. La rechute fait partie du processus de rétablissement de la dépendance et c'est interrelié avec le décidement de la délinquance. Donc, c'est un des messages que vous pourrez voir passer dans le livre. J'espère vous avoir intéressé au livre qui devrait être publié, en fait, au cours de la prochaine année sur les résultats de l'action 1. Donc, en somme, les jeunes judiciarisés présentent effectivement un profil complexe avec des difficultés et des défis multiples qui nécessitent beaucoup de soutien informel. Catherine va pouvoir vous parler du soutien formel un peu plus tantôt, mais aussi formel via les services, dans le fond, plus spécifiques en délinquance et autres. Mais des soutiens de l'entourage, évidemment, aussi. Donc, beaucoup de soutien nécessité pour soutenir, pas leur délinquance, le désistement de leur délinquance, désolée, et de leur réintégration socio-communautaire. Pourquoi, certains me demandent souvent pourquoi on met une parenthèse au RÉ, c'est que on se rend compte que parmi ces jeunes-là, il y a des gens qui ont jamais, en fait, se sont jamais sentis vraiment intégrés à la société. Puis il y en a qui l'ont déjà été, puis avec certaines erreurs de parcours ou certains comportements ont été un peu désaffiliés, puis doivent se réaffilier d'une certaine façon. Donc, je pense que c'est important de vous donner la précision. Et enfin, aujourd'hui, on va pouvoir réfléchir à comment on donne ce soutien-là, mais aussi à comment on devrait le faire ou on pourrait le faire. Donc, c'est un peu l'objet des 2 journées, ou en fait de la journée d'aujourd'hui, avec les ateliers là cet après-midi notamment, où est-ce que, comme le disait Virginie, on va pouvoir, avec votre expertise, commencer à réfléchir plus à fond sur ce qu'on pourrait faire de plus ou de différent pour aider mieux ces personnes-là.